Europe 1. Le journal de 8h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'incendie perd en intensité mais progresse toujours dans l'Aude où près de 2200 pompiers et d'importants moyens aériens sont déployés pour lutter contre l'un des plus grands feux jamais enregistrés en France. Plus de 16 000 hectares détruits depuis mardi dans le massif des Corbières où l'on retrouve l'envoyée spéciale d'Europe 1, Margot Bongrand. Bonjour. Bonjour Maël, bonjour à tous. La bataille contre les flammes s'est poursuivie toute la nuit et les habitants craignent toujours le pire. Oui, ce matin, dans les rues de Saint-Laurent de la Cabrerie, de nombreux moyens de lutte déployés par les pompiers. Les rotations des hélicoptères bombardiers d'eau ont repris. Les habitants errent devant ce paysage désolé, des forêts complètement calcinées sur les collines tout autour. Marie-Brigitte a peu dormi, même si elle a regagné son logement intact hier. À 6h50, l'hélicoptère est arrivé pour pomper de l'eau, je suppose. Donc ça réveille en sursaut, on est un petit peu toujours sur le qui-vive, quoi. On a envie de regarder toujours à la fenêtre pour voir s'il n'y a pas de départ de feu tellement. Je sais pas, je suis un peu désorientée, quoi. Cette région était tellement belle, on la reconnaît plus. Hein. Je regarde partout et j'ai l'impression que je vois du feu encore arriver, quoi. C'est l'horreur, quoi. On a l'impression que c'est l'apocalypse. L'incendie n'est pas encore maîtrisé, mais il a progressé et s'est écarté de la commune de 800 habitants. On voit pourtant encore de nombreuses fumerolles ici. Une odeur de brûlé règne. J'ai croisé des habitants marcher avec des masques. L'eau est revenue, mais toujours 2000 foyers sont privés d'électricité dans le secteur. Margot Bongrand, en direct du massif des Corbières pour Europe 1. Et pour le moment, l'origine de ce gigantesque incendie n'est pas encore connue. Le parquet de Carcassonne ouvre une enquête. Aucune piste privilégiée. Une nouvelle agression d'élu hier en fin d'après-midi. Le maire de Villeneuve-de-Marcq et son fils agressés par un homme muni d'un objet non identifié. Ça s'est passé dans une rue de ce paisible village isérois. L'élu est toujours hospitalisé en urgence absolue ce matin. Frédéric Michel, le suspect est lui toujours en fuite. Oui, il est activement recherché. On ignore ce qui l'a poussé à agresser dans les rues de cette petite commune le maire et son fils. L'homme aurait porté des coups avec un objet contondant avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule, mais un peu plus loin, il heurte un mur et s'enfuit à pied. Il habiterait la commune. Philippe Poisa, le premier adjoint de Villeneuve-de-Marcq. Bon, je suis élu depuis 45 ans sur ma commune, là, et donc je n'ai jamais vu un tel acte envers un élu. Une violence comme ça, oui, c'est nouveau et malheureusement, ça se produit maintenant dans de nombreuses communes. C'est vraiment très choquant. Voilà, alors le maire a été hospitalisé en urgence absolue. Gilles Dussault va un peu mieux ce matin. Son pronostic vital n'est pas engagé. Son fils, lui, a été plus légèrement blessé. Dans le village de 1200 âmes, la population et les adjoints du maire sont sous le choc. Et les réactions sont nombreuses ce matin pour dénoncer la lâche agression. Quand un élu est attaqué, c'est la nation qui est à ses côtés, a réagi sur X Emmanuel Macron. Quand on s'attaque à ses représentants, la République se doit d'être sévère et intraitable, écrit le président de la République. Frédéric Michel. Alors, à quelques mois des prochaines municipales, combien de maires se représenteront? Nous posons la question à Sébastien Chenu, le député Rassemblement du Nord, est avec nous dans quelques instants. L'homme filmé en train d'allumer une cigarette avec la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe lundi soir est toujours en garde à vue. Son profil est saisissant, de nationalité marocaine. Il est très défavorablement connu des services de police et de la justice. Et ce geste consternant, largement relayé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, va de toute façon lui coûter très cher. Europe 1 vous le révélait dès hier. Le titre de séjour de cet homme va lui être retiré, Jean-Baptiste Marty. Son titre de séjour était valable jusqu'en octobre. Il va donc être raccourci de 2 mois. Le suspect, 47 ans, de nationalité marocaine, actuellement toujours en garde à vue, a reconnu les faits. Il devrait être mis en examen dans la journée pour violation de sépultures, tombeaux, monuments édifiés à la mémoire des morts et être jugé en comparution immédiate cet après-midi. Il encourt jusqu'à 1 an de prison ferme et 15 000 € d'amende. Cet homme est bien connu des services de police et de la justice. 21 mentions au total. Ça va de l'outrage et de la rébellion à des vols et des injures en raison de la race, ce qui interroge sur l'octroi de son titre de séjour. Alors après cette profanation, en cas de condamnation à de la prison ferme, il devra purger sa peine avant d'être forcé de quitter la France. Les relations diplomatiques entre Paris et Marrakech étant bonnes, selon une source proche du ministère de l'Intérieur, cet éloignement pourrait se faire assez rapidement. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Alors, si les relations franco-marocaines sont bonnes, on ne peut pas en dire autant des relations entre Paris et Alger.
Depuis un an, le régime algérien multiplie les provocations envers la France. Entre refus de reprendre des ressortissants expulsés et détention arbitraire d'écrivains et de journalistes, cela fait des mois que deux lignes s'affrontent au sein de l'exécutif. Le bras de fer prôné par le ministre de l'Intérieur et le dialogue défendu par l'Élysée et le Quai d'Orsay. Mais Jacques Serret, hier soir, coup de théâtre. Dans un courrier adressé au Premier ministre, Emmanuel Macron a tranché en faveur de Bruno Retailleau. Fini la diplomatie des bons sentiments, Emmanuel Macron se décide à parler le langage de la fermeté, celui que prône depuis des mois Bruno Retailleau. Le chef de l'État fait le constat de difficultés croissantes avec Alger, gel des coopérations consulaires, refus des réadmissions de ressortissants algériens et détention de l'écrivain Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise. Emmanuel Macron ordonne donc la suspension officielle de l'accord de 2013 concernant les exemptions de visas sur les passeports officiels et diplomatiques. Il enjoint également Bruno Retailleau à mobiliser les partenaires européens pour empêcher tout contournement de la mesure dans l'espace Schengen. Emmanuel Macron s'inquiète aussi des ressortissants algériens dangereux sortis de prison ou placés en centre de rétention que l'Algérie refuse de reprendre. À ce sujet, il dit souhaiter que le ministre de l'Intérieur agisse sans repos et sans répit. En revanche, il ne mentionne pas ce qui est de son ressort et qui est réclamé par Bruno Retailleau. Le sujet des accords de 68 n'est pas abordé dans ce courrier. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Une série de décisions très attendues. Le Conseil constitutionnel doit trancher aujourd'hui sur plusieurs dossiers sensibles. Tout d'abord sur la loi Duplon, censée faciliter le quotidien des agriculteurs, mais largement contestée par la gauche et les militants écologistes. Mais aussi sur la réforme des scrutins municipaux à Paris, Lyon et Marseille. Ou encore sur l'allongement à 120 jours de la durée de rétention des clandestins en attente d'expulsion. Des milliards de dollars de droits de douane affluent maintenant vers les États-Unis. Les mots de Donald Trump sur son réseau social pour célébrer l'entrée en vigueur des surtaxes américaines ce matin à 6h heure française. Et l'offensive protectionniste du président américain n'est pas terminée. Cette nuit, il annonçait des droits de douane de 100% sur les puces et les semi-conducteurs. Les droits de douane, c'est également la menace brandie par Washington pour forcer la Russie à stopper la guerre en Ukraine. L'ultimatum est censé prendre fin demain. Donald Trump estime qu'une rencontre avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sera possible très bientôt. Déclaration juste après la visite qualifiée de constructive de l'émissaire spécial de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, à Moscou hier. Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h08. Marion, vous nous le disiez, une nouvelle vague de chaleur s'installe sur la France aujourd'hui. Jusqu'à 38 degrés par endroit dès aujourd'hui dans le sud-ouest et le mercure va augmenter sur tout le territoire dans les prochains jours. 5 départements seront placés demain en vigilance orange canicule, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Rhône. Deuxième vague de chaleur de l'été et les organismes des plus fragiles à nouveau mis à rude épreuve, particulièrement pour les personnes âgées. Yasmina Katou. Oui, c'est surtout les variations de température qui sont problématiques pour l'organisme des personnes âgées. Juste avant cette vague de chaleur, les températures étaient presque fraîches pour une fin de mois de juillet, autour de 20 degrés en France en moyenne. Les 10 derniers jours de juillet étaient d'ailleurs les plus frais enregistrés depuis 2011. Alors l'alternance de températures fraîches puis chaudes peut être risquée pour les personnes âgées, alerte Frédéric Le Guillou. Il est pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France. À 40 degrés, le corps transpire pour se refroidir. Et à 25 degrés, c'est d'autres mécanismes qui se mettent en place, comme le frisson ou la vasoconstriction pour conserver de la chaleur. Et donc, ça peut entraîner des maux de tête, des sensations de malaise, des vertiges. Il y a un impact au niveau cardiovasculaire et donc on peut avoir des augmentations de pression artérielle, de rythme cardiaque. Alors pour éviter les variations de température corporelle, il faut rester au frais en journée et si vous utilisez une climatisation, veillez à garder un écart de température de 7 à 10 degrés maximum avec l'extérieur. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1 et à l'échelle planétaire, le mois de juillet 2025 qui vient de s'achever devient officiellement le 3e plus chaud jamais enregistré. Annonce ce matin de l'Observatoire européen Copernicus. Et puis en football, c'est mal parti sur la scène européenne pour l'OGC Nice. Défaite des Aiglons hier soir à domicile face au Benfica Lisbonne. En match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Score final 2-0 pour le club portugais. Match retour mardi prochain. Merci Maël Asseni, 8h10.